Vous demandez la police ou les urgences? La police? Entendu. Il y a quelqu'un dans la maison. Le sentiment de peur était immense. Ce soir, la ville d'Alexandria fait face à la possibilité d'un tueur en série en liberté. Tout le monde comptait sur l'équipe d'investigation pour restaurer un climat de sécurité. Nous vivons dans un quartier formidable, c'est vraiment déstabilisant. Oh mon Dieu, papa! Maman a un problème! Oh mon Dieu! Il y avait un fou en liberté et on devait l'arrêter. Alexandria se trouve en Virginie. C'est une ville incroyablement pittoresque et historique. Des gens viennent de tout le pays pour visiter la vieille ville coloniale d'Alexandria. C'est une très belle ville, les gens l'aiment et elle est extrêmement populaire. Nous sommes le 11 novembre et Ron Kirby, un fonctionnaire de 69 ans, fait du bricolage. Son évier avait un problème, une fuite. Il a essayé de la réparer lui-même, mais il n'y est pas parvenu. Donc, il a appelé un plombier. Sa femme était sortie pour un rendez-vous. Donc, il attendait l'arrivée du plombier, tout seul chez lui. Le plombier arrive, il se gare dans l'allée et il appelle Ron Kirby. Et comme il n'y a pas de réponse, il se rend à son prochain rendez-vous. Plus tard, dans l'après-midi, Papa? le fils de Ron Kirby arrive pour le déjeuner. Papa? Papa? Allô? Il me faut une ambulance. Les secours arrivent. Mais malgré tous leurs efforts, Ron Kirby décède. L'inspecteur Michael Cochise de la police d'Alexandria est appelé sur les lieux. Quand je suis arrivé sur les lieux du meurtre de Ronald Kirby, j'ai noté qu'il n'y avait pas de signe d'effraction. J'ai vu M. Kirby gisant par terre et j'ai noté le fait qu'il était près de l'entrée. Ronald Kirby a été touché 2 fois à la poitrine et une 3e fois à la hanche. Les 2 autres balles qui ont été tirées ont manqué la cible. L'une s'est logée dans le radiateur et nous avons retrouvé l'autre dans le piano. Il n'y avait pas d'empreinte digitale étrangère au foyer. Nous n'avons pas trouvé d'ADN pouvant désigner un suspect. Il n'y avait pas de désordre. Il ne semblait pas y avoir eu de cambriolage ou d'effraction ou quoi que ce soit de cet ordre. À partir de ces indices, nous avons conclu que M. Kirby a entendu quelqu'un frapper à la porte. Il a ouvert la porte et on lui a tiré dessus. Ron Kirby a été tué par balle dans sa maison sans aucun motif apparent. Les enquêteurs trouvent alors le téléphone de Ron Kirby.
il remarque un appel en absence du matin même. Allô, ici la police. Avez-vous appelé Monsieur Kirby à ce numéro aujourd'hui? Il s'agit du plombier que Ron Kirby a appelé. Il avait appelé Monsieur Kirby pour dire qu'il était en chemin. Et vous avez parlé à Monsieur Kirby? Ron avait répondu « Aucun problème, venez, je vous attends ». Il était 11h32. 10 minutes plus tard, à 11h42, le plombier sonne chez Monsieur Kirby et n'obtient pas de réponse. Il y a donc un très petit laps de temps, entre 11h32 et 11h42, pendant lequel le crime a pu être commis. L'une des premières tâches des enquêteurs est d'essayer de savoir qui aurait pu vouloir tuer Ron Kirby. Nous avons interrogé la famille pour essayer de savoir si Ron avait des ennemis, si Ron avait des histoires d'argent ou quoi que ce soit qui aurait pu faire de lui la cible d'un meurtre. La famille ne voyait pas qui pouvait en vouloir à M. Kirby ou qui pouvait vouloir se venger. Les enquêteurs demandent un rapport balistique en urgence. En général, les calibres utilisés pour les homicides sont plus gros, avec un plus gros impact. Or ici, il s'agissait d'un calibre 22. Il est très rare de voir un 22 dans un homicide. C'est pas possible. Quoi? Il n'y avait eu qu'un seul cas similaire dans les environs à notre connaissance. Et il s'agissait du meurtre de Nancy Dunning. Tu peux sortir le dossier Dunning? Entre l'affaire Nancy Dunning et l'affaire Ron Kirby, plus de 10 ans s'étaient écoulés. Dans le dossier Dunning, il y a un enregistrement de l'appel d'urgence. Police secours d'Alexandria. J'ai besoin d'aide en urgence, au 214 West Mount Ida, à Alexandria. Quel est le problème? Quoi? Oh mon Dieu, papa! Maman a un problème! Oh mon Dieu! Allô? Oui? Quel est le problème? Quelqu'un est entré et a agressé ma mère. Je sais pas. Est-ce que votre mère respire? Je sais pas. Je sais pas. D'accord, que voyez-vous? Je vois du sang. Elle est comme blessée au couteau. D'accord, où est-elle blessée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Son père, Jim Dunning, était présent et il a pris le téléphone. Quel est le problème? Ma femme a été assassinée. Assassinée? Oui, elle est dans une mare de sang au pied des escaliers, près de l'entrée. D'accord, est-ce que vous savez si elle respire? Non, elle ne respire pas et elle n'a plus de pouls. D'accord, la police est en chemin. Dites-leur de faire vite. J'étais un des inspecteurs présents le 3 décembre 2003. J'ai entendu l'appel. Nous nous sommes alors rendus immédiatement à l'adresse indiquée. Nancy Dunning avait été touchée 3 fois. Elle avait une blessure par balle à la poitrine. Elle en avait une autre au bras gauche et enfin, une derrière l'oreille. Nancy était en bas des escaliers, dans l'entrée, juste devant la porte d'entrée. Rien n'avait bougé dans la maison. Il n'y avait pas de douille sur la scène de crime. Il n'y avait aucune preuve que quelqu'un était entré dans la maison. Le jour du meurtre, Nancy Dunning avait fait des courses chez Target pour une famille dans le besoin, pour Noël. Bonjour, je peux regarder votre vidéosurveillance de ce matin? Les enquêteurs sont allés au Target pour trouver des images de Nancy Dunning sur les caméras du magasin. La vidéosurveillance est précieuse parce qu'elle ne repose pas sur la mémoire. Elle montre ce qui s'est vraiment passé. Pouvez-vous commencer à environ 10h15 ce matin?
On cherchait un détail qui nous sauterait aux yeux. Quelque chose qui nous aiderait à identifier le meurtrier de Nancy Dunning. Revenez un peu en arrière. Vous pouvez mettre sur pause? Là, c'est elle. Nancy Dunning était arrivée au Target du centre commercial de Potomac Yards vers 10h15. Elle était clairement entrée pour faire ses courses rapidement et repartir vite. À quel moment elle part? Revenez en arrière. Mettez sur pause. La voilà. Elle a quitté le magasin après être passée à la caisse vers 10h30. Repassez cette partie. Qui est-ce? Lorsqu'elle est sortie du magasin, un homme marchait derrière elle. Mettez sur pause. Il s'agit d'un homme blanc qui porte un blouson en cuir. Il quitte le magasin juste après Nancy sans avoir fait d'achat. Il paraît juste étrange et pas à sa place. Les enquêteurs repassent la vidéo à la recherche d'autres images du suspect. Le voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Cette personne est entrée dans le magasin, a vu Nancy et s'est arrêté pour refaire un de ses lacets. Pourtant, son lacet n'est pas défait. On dirait qu'il s'est juste arrêté pour laisser Nancy continuer d'avancer. Il semblait avoir la quarantaine. Le détail intéressant était ses cheveux. Il avait l'implantation des cheveux en forme de V, donc on le remarquait. Suivez-le. Revenez en arrière. Le voilà. Lorsqu'elle était en train de payer, il a allongé les caisses, puis l'a suivie à l'extérieur. Il semble la suivre. Il n'y avait pas d'autre explication quant à la présence de cette personne. Mais c'était toujours un inconnu. Nous ne savions pas qui c'était. Les images étaient granuleuses. Elles n'étaient pas très nettes. Elles ont été relayées par les médias, mais une fois zoomées, elles n'étaient pas assez claires pour l'identifier. Les enquêteurs se mettent à chercher qui d'autre aurait pu avoir un mobile pour commettre ce crime.
Nancy Dunning était une figure importante de la ville d'Alexandria. Elle était l'épouse du shérif de l'époque, Jim Dunning. On commence toujours par la famille. On part de la personne la plus proche et on passe ensuite aux autres membres. C'est toujours une tâche difficile, que les gens n'apprécient pas, qu'ils n'aiment pas. Mais c'est comme ça qu'on procède. Pour des raisons évidentes, Jim Dunning a subi des interrogatoires difficiles. Où étiez-vous avant de rentrer chez vous? Nancy devait retrouver son mari et son fils dans un petit restaurant local pour déjeuner. Votre fils était avec vous? Jim et son fils l'attendaient, mais elle n'est pas venue. C'est pour cette raison qu'ils sont vite rentrés chez eux. Son alibi tenait debout. Les enquêteurs voulaient maintenant savoir si les images de la vidéosurveillance pouvaient malgré tout les mener à lui. Jim Dunning était le shérif d'Alexandria. A priori, il lui était difficile de tuer sa femme lui-même. La théorie était donc qu'il avait engagé quelqu'un. Si vous regardez la vidéosurveillance, ce type porte un blouson en cuir noir. Il a les cheveux gominés. Donc, il ressemble à un tueur à gages de fiction. Beaucoup de personnes ont alors été convaincues que le shérif Dunning avait peut-être payé un tueur pour se débarrasser de sa femme. Or, il n'y a aucun lien direct entre l'homme sur les images et Jim Dunning. En l'absence d'indices solides, l'affaire Dunning est classée. Malgré les 10 années qui les séparent, les deux meurtres ont des similitudes frappantes. Lorsque Ron Kirby a été assassiné, il y avait énormément d'éléments qui rappelaient le meurtre de Nancy Dunning. Ça s'est produit en pleine journée. On a frappé à la porte. Le tueur était là, avec une arme à feu. C'est le même type de munition très rare pour un homicide qui a été utilisé. Ces deux meurtres s'étaient produits dans des quartiers huppés, situés à 2,5 km l'un de l'autre. Ils semblaient très similaires, mais 10 ans s'étaient écoulés. Ce qui posait la question. Pourquoi un tel écart de temps entre les deux meurtres? Les enquêteurs de l'affaire Ron Kirby comparent les indices avec ceux du dossier classé de Dunning. Il vaut mieux les faire numériser. Nous étions en train de revoir toute cette vidéo. La voilà. Et le voici. La technologie a beaucoup évolué. Tu peux zoomer sur lui? Avec la nouvelle technologie, il y a différentes méthodes pour nettoyer une vidéo et pour zoomer afin d'identifier cette personne. Ainsi, nous avons pu avoir de bonnes photos du suspect. Interrogeons le plombier et voir s'il connaît ce type. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Quand le plombier est arrivé, il a dit avoir vu un homme blanc, un peu âgé, avec une barbe, dans les environs. Il ne l'a pas reconnu. Il ne savait pas qui c'était. C'était cet homme? Sans identification claire, les enquêteurs n'ont pas grand-chose pour avancer. Très bien. Merci d'être venu. Les inspecteurs se tournent alors vers le suspect du meurtre de Nancy, son mari Jim Dunning. En 2003 et pendant les années qui ont suivi, il y a eu une théorie, une rumeur, une suspicion selon laquelle Jim Dunning aurait pu avoir engagé quelqu'un pour tuer sa femme.
Bonjour, je souhaiterais avoir des informations sur Jim Dunning, s'il vous plaît. Après la mort de sa femme, Jim Dunning avait totalement changé de vie. Il vivait reclus. Il ne se montrait pas dans les manifestations publiques, il allait rarement au travail et ne s'est pas représenté aux élections. Il a fini par quitter Alexandria et est parti vivre en Caroline du Sud, où il est mort, avant que le meurtre soit résolu. Il est décédé? Merci. Les enquêteurs ne trouvent aucune preuve liant Jim Dunning au meurtre de sa femme ou à celui de Ron Kirby. Il n'y avait presque pas de preuves, pas grand-chose à ajouter et très peu d'informations nouvelles. Les mois passent et l'affaire semble sur le point d'être classée. Vous demandez la police ou les urgences? La police? Entendu. Que se passe-t-il, monsieur? L'aide-soignante de ma voisine. Oui? L'aide-soignante de ma voisine âgée vient d'arriver chez moi en courant. Elle me dit qu'il y a quelqu'un dans la maison. Très bien. Et quelle est son adresse? 2419 Ridge Road Drive. 2419 Ridge Road. Oui. Et elle dit que quelqu'un s'est introduit dans la maison? Est-ce qu'ils sont toujours dans la maison? Le 6 février 2014, j'ai entendu l'appel sur la radio de la police à propos de l'aide-soignante. C'est l'aide-soignante d'une dame âgée. Très bien. Et où se trouve la dame âgée? Elle est avec moi, je l'emmène jusque chez moi. Très bien. J'ai immédiatement compris qu'il s'agissait de la maison des Lodato. J'y suis allé tout de suite. Je suis arrivé aussi vite que possible. Pouvez-vous passer le téléphone à l'aide-soignante pour qu'elle nous dise ce qu'il se passe? Elle est repartie en courant vers la maison, elle est dans tous ses états. Je ne sais pas ce qui se passe. Très bien. Je me suis garé sur Ridge Road et pendant que je marchais vers la maison, le commandant de police sur place m'a dit que quelqu'un avait été blessé par balle. J'ai su tout de suite que c'était Roussan. Je la connaissais depuis longtemps, ainsi que sa famille. Je connaissais aussi l'ambulancier en chef. Donc je lui ai dit, c'est une amie, est-ce que je peux monter avec elle? Une fois à l'intérieur, l'inspecteur en moi a pris le dessus. Et j'ai dit, Roussan, est-ce que tu l'as vu? Elle a hoché la tête pour dire que oui, elle l'avait vu. Ça faisait longtemps que je faisais ce métier. Et je savais ce que je pouvais tirer d'elle à ce moment-là. J'ai dit, est-ce que tu le connais? Elle a fait non de la tête. C'était important parce qu'on pouvait éliminer la famille. Elle avait du mal à respirer, donc je lui ai remis son masque. Et je regrette de ne pas avoir pu rester avec elle, être avec elle. Ils ont annoncé son décès peu de temps après. Roussan était la première personne à vous accueillir lorsque vous arriviez dans le quartier. Elle avait vécu sur ce coin de rue toute sa vie. Roussan et Norm vivaient avec la mère âgée de Roussan. La famille vivait avec l'aide-soignante de la mère de Roussan, Janet Franco. Bonjour. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ce matin? Roussan était chez elle. Elle se préparait pour un rendez-vous médical. Vers 11h30, Roussan a entendu frapper à la porte. Sa mère, âgée, et l'aide-soignante étaient dans une autre pièce. Il a tiré tout de suite. Un premier tir l'a touché à la poitrine. Non! Elle a aussi été touchée au bras gauche. L'aide-soignante est sortie et elle a vu cet homme blanc avec une barbe. Elle a reçu, elle aussi, une balle dans le bras gauche. Il a continué à tirer sur elle.
Puis soudain, il s'est arrêté, a tourné les talons et il est parti. L'aide-soignante a alors attrapé la mère de Roussan et elle l'a emmenée chez un voisin en demandant d'appeler les secours. Elle est retournée dans la maison de façon héroïque et altruiste pour être aux côtés de Roussan jusqu'à l'arrivée de la police. Sur les lieux du crime, il y avait des balles perdues qui étaient celles d'un petit calibre et montraient clairement qu'il s'agissait encore d'un pistolet de petit calibre. Will Oakley m'a tout de suite dit « C'est Dunning. » Quelque chose l'avait convaincu. Ce meurtre ressemblait au meurtre de Dunning. Nous avons pu récupérer les projectiles. Nous les avons envoyés au labo et nous avons demandé qu'ils soient comparés à ceux des meurtres de Ronald Kirby et Nancy Dunning. Tandis qu'ils attendent le rapport balistique, les policiers quadrillent la zone. Lorsqu'on quadrille un quartier, on cherche des témoins, des caméras, des images de n'importe quelle source vidéo. Tout ce qui peut nous mener au tueur. Bonjour, est-ce que je peux voir les images de cette caméra, s'il vous plaît? Dans ce cas, pas très loin, il y avait une caméra qui filmait la rue par laquelle le tueur avait pu passer. Au poste de police, le rapport balistique est arrivé. Merci. Le rapport disait que, pour les 3 meurtres, il s'agissait du même type de projectile, à savoir des balles 22 subsoniques rondes. Mais le rapport disait aussi qu'elles n'avaient pas été tirées avec la même arme, mais plutôt avec le même type d'arme. Un revolver North American Arms 22. C'est bien le même type d'arme. Ce soir, la ville d'Alexandria fait face à la possibilité d'un tueur en série en liberté. Le sentiment de peur était immense dans la communauté. Tout le monde comptait sur l'équipe d'investigation pour restaurer un climat de sécurité. Nous vivons dans un quartier formidable. C'est vraiment déstabilisant de ne plus pouvoir avoir confiance en personne. Nancy Dunning, Ronald Kirby et Roussan Lodato étaient tous des figures d'Alexandria, mais il n'y avait pas de lien évident entre eux. L'idée d'un tueur en série en liberté en ville était la seule connexion probable. L'affaire Lodato est le seul cas dans lequel un témoin a survécu et a pu décrire le suspect. Nous avons pu obtenir une description du suspect. Un homme blanc avec une barbe grise. Et nous avons pu obtenir qu'un portraitiste fasse un portrait robot basé sur cette description. La description correspond aussi à la personne vue par le plombier près de la maison de Ron Kirby. Nous avons pris la vidéo de Target et le portrait robot. 11 ans s'étaient écoulés et il avait changé. Ce qu'il ne pouvait pas cacher, c'est l'implantation en V. Nous avons pris la décision de diffuser le portrait robot à la population en espérant récolter des informations. Pendant ce temps, nous avons regardé les vidéosurveillance à la recherche de cet homme blanc. Il était urgent de l'arrêter avant qu'il ne tue à nouveau. Repasse cette partie. Nous avons vu cette voiture se dirigeant à l'ouest sur Braddock Road à peu près au moment du crime et son comportement est différent. Là, regarde.
Elle est censée rouler à 25 km/h. Mais cette voiture va plus vite que les autres. Oh, elle va vite. Un autre point que nous avons pu vérifier, c'est si, d'après sa trajectoire, la voiture pouvait venir du lieu du crime. Et ici, c'était absolument le cas. Est-ce qu'on a d'autres angles? Oui. Repasse cette partie. Nous avons identifié un break Ford Escort rouge. C'est un véhicule assez courant, mais ce modèle est assez ancien. Nous savions, grâce au portraitiste, à quoi ressemblait l'homme blanc à la barbe grise. Mets sur pause. Zoom sur la voiture. Sur le ralenti, on voyait au volant de la voiture ce qui semblait être un homme blanc avec une barbe. L'idéal aurait été de pouvoir lire la plaque d'immatriculation. Zoom un peu. Mais dans ce cas, ça n'a pas été possible. C'est un indice à suivre. J'enquête sur la voiture. Nous avons recherché tous les breaks Ford Escort rouges dans un rayon de 80 km autour de la scène du crime, en espérant pouvoir attraper le conducteur. Les recherches sur la voiture ne donnent rien, mais le portrait robot apporte de nombreux témoignages. Nous avions pour mission d'examiner chaque information. Très bien, et quelle est l'adresse, s'il vous plaît? Nous pensions que la réponse allait être quelque part dans ces milliers d'infos que nous recevions. Merci. Nous avons eu des infos à propos d'un homme barbu au comportement bizarre qui vivait près de chez Roussan Lodato. Nous sommes allés interroger cette personne. Pouvez-vous me dire où vous étiez le 6 février? Cette personne avait un alibi. Merci de nous avoir reçus. Il était solide et nous avons pu le vérifier. Puis, cette personne nous a dit « Je connais quelqu'un qui ressemble au portrait. Il s'appelle Charles Severance. Et ça ne me surprendrait pas qu'il soit lié à ça. » Les enquêteurs recherchent toutes les informations sur Charles Severance. Au moment où nous avons commencé à enquêter sur lui, Charles Severance était un personnage intéressant. Il pratiquait le quadrille. C'était un homme très intelligent, mais ses opinions et son comportement, notamment ses obsessions, l'empêchaient de garder un emploi stable. Charles Severance avait un site web qui s'appelait mentaldisorder.com. C'était un jeu de cartes qu'il avait créé. C'était très étrange à mon sens. En examinant son site internet, nous découvrons des éléments sur les troubles mentaux. Il y a des éléments sur sa haine d'Alexandria, mais aussi des éléments sur sa haine de certaines positions du gouvernement. À la fin des années 90, Charles Severance s'était présenté aux élections municipales d'Alexandria. Eh, viens voir ça. C'était un candidat un peu marginal. Alors, qui est toujours? Nous avons trouvé une vidéo dans laquelle il participe à un débat politique. Le 71e maire d'Alexandria doit plaider pour des réductions d'impôts pour les professionnels et soutenir l'emploi en mettant en place les points suivants. Éliminer la taxe locale sur l'hébergement de transit, éliminer la taxe locale sur la nourriture des restaurants, éliminer la taxe sur le divers. Son comportement pendant le débat était bizarre. Mettre fin au département des relations humaines. Couper les fonds destinés à la santé mentale. Tu peux attraper l'image de la vidéosurveillance de Target, s'il te plaît? J'y vais. Il mentionnait des sujets qui n'avaient pas beaucoup de sens. Mettre fin aux résidences d'habitat partagées pour attardés mentaux. Il était tellement bizarre que les autres acteurs politiques d'Alexandria ont eu des craintes vis-à-vis de son comportement envers eux
pour la suite du débat. Mettre fin au financement du programme de développement économique d'Alexandria. Charles Severance porte un blouson noir en cuir. Il a les cheveux courts et foncés. Ah, et améliorer les conditions de vie de la ville d'Alexandria. Les similitudes sur ces 3 points, le blouson en cuir noir, les cheveux noirs, l'implantation des cheveux, ils se ressemblaient. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Allons rendre visite à ce type. Allons-y. Nous avons demandé un mandat de perquisition et nous sommes allés à Ashburn chez la petite amie de M. Severance. Mais Charles Severance n'est pas là. En fouillant la maison, nous avons trouvé le reçu d'un pistolet, 22 North American Arms. C'est le même que l'arme du crime. Mais l'arme n'était pas là. Nous avons découvert d'autres armes dans la maison, mais pas celle-là. Nous étions très inquiets du fait qu'il avait choisi de quitter la maison avec cette arme. D'une façon ou d'une autre, il fallait mettre cette personne en garde à vue. Comment peut-on le mettre hors d'état de nuire? Avec une condamnation antérieure pour port d'armes dissimulées, Charles Severance est interdit de port d'armes. Donc, à ce point, il était question de demander un mandat pour possession d'armes illégales. Et c'est ce que nous avons fait. Pendant que nous le cherchions en demandant des mandats, Charles Severance se déplaçait. Mais nous ne savions pas où il allait. Nous savions qu'il avait des cartes de crédit, nous savions qu'il avait des comptes bancaires. Nous pouvions donc mettre des alertes sur ces cartes. Dès qu'elles étaient utilisées, nous étions notifiés sur comment elles étaient utilisées et où. Le 12 mars, notre équipe d'investigation a été notifiée par les services secrets de la Maison-Blanche, oui, regarde ça, que Charles Severance était parti de chez lui et qu'il se trouvait à Washington. Il s'y est rendu au volant de son break Ford Escort. Il a sorti un vélo de sa voiture et il a pédalé jusqu'à l'ambassade russe à Washington. Il a dit qu'il demandait asile parce qu'Alexandria le persécutait. Il a été refoulé de l'ambassade et un agent des services secrets a pu obtenir des photos de Charles Severance. Les services secrets ont transféré les photos aux inspecteurs d'Alexandria. Sur ces photos, on peut voir la barbe et les traits du visage qui sont très similaires à ceux du portrait robot. Les preuves concordaient de plus en plus. À ce point, qu'est-ce qui se passe? Un inspecteur est entré pour nous dire que Charles Severance venait de réserver une chambre d'hôtel à Wheeling, en Virginie-Occidentale. Les enquêteurs reçoivent aussi des images de Charles Severance qui entre dans l'hôtel, portant les mêmes vêtements que devant l'ambassade russe. Nous avions un homme que nous pensions être un tueur en série. Et nous avions une communauté qui était clairement en danger. Nous avons pris contact avec le poste de police de Wheeling et l'équipe de surveillance du FBI de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les inspecteurs d'Alexandria transfèrent la photo de Severance devant l'ambassade russe. Et ils mettent en garde les agents sur la possibilité qu'ils soient armés. Ils m'ont montré la photo. Il y a aussi une bicyclette assez atypique sur la photo. Il s'agit d'un vélo bleu avec une attache jaune autour du guidon. Je quitte le bâtiment après la réunion et dans cette rue,
en face du poste de police, appuyé contre un poteau devant la bibliothèque publique du comté d'Ohio, je vois un vélo bleu avec une attache jaune. Pour des raisons de sécurité, Monsieur Severance pouvant être armé, j'ai préféré demander à un ou deux policiers en civil qui étaient dans les parages d'y aller pour sécuriser au maximum. Quand le premier agent en civil est entré, il a remarqué M. Severance sur un des ordinateurs. Il a attrapé M. Severance par derrière et c'est à ce moment-là que les policiers en uniforme sont entrés. Ils lui ont passé les menottes pour l'emmener en garde à vue. Il était très calme, il n'a rien dit. Nous l'avons accompagné au poste de police de l'autre côté de la rue. La police de Wheeling découvre la voiture de Severance devant son hôtel et la saisit. Sa voiture a été rapportée dans les entrepôts de la police d'État de Virginie-Occidentale et entreposée dans un garage. Nous avons longuement regardé les images du véhicule de M. Severance sur la vidéosurveillance de Braddock Road et nous nous sommes dit « C'est la même voiture, ça semble être la même voiture, le même modèle ». Nous avons identifié un petit autocollant à l'arrière de la voiture. Au garage, les policiers ont une vision précise de l'autocollant. Cet autocollant, c'était une image d'un barillet de revolver avec 5 emplacements. C'était un autocollant pour une équipe de roller derby. Le nom de l'équipe de derby sur l'autocollant, c'était Assassination Derby. Les enquêteurs fouillent aussi l'intérieur du véhicule. On aurait dit qu'il vivait dans cette voiture. Il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des kits pour nettoyer les armes. Il y avait des tonnes et des tonnes de carnets d'écriture. Et il parlait de sa haine envers les élites d'Alexandria. Il parlait du doux bruit d'un calibre 22 North American Arms, mais aussi d'assassiner des policiers. Pourtant, la chose la plus importante que nous avons trouvée dans le véhicule est un carnet qui était une sorte de manifeste, si vous voulez. Il mentionnait le fait de frapper à une porte, quelqu'un qui répond, et lui qui tue cette personne. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé pour ces 3 affaires. Quelqu'un a frappé à leur porte, quelqu'un a tiré sur eux, puis est parti. Une des pages disait « Peux-tu pardonner à quelqu'un qui a enlevé ton enfant? Peux-tu tuer quelqu'un parce qu'il a enlevé ton enfant ?» Ça nous a donné son mobile en quelque sorte. En 2001, Charles Severance avait perdu la garde de son enfant. Nous pensons que c'est le fait que les adjoints au shérif d'Alexandria lui délivrent les documents contenant cette décision qui l'a poussé à attaquer Nancy Dunning. Ronald Kirby et Ruslan Lodato n'ont pas été ciblés personnellement. Leur quartier a été ciblé. Dans ses écrits, il l'exprime clairement. Il voulait insuffler la peur dans une communauté sécurisée. Severance ne parle pas et les armes ne sont pas retrouvées. Mais les enquêteurs pensent qu'ils ont suffisamment de preuves pour aller au procès. Pendant le procès, le plombier a clairement identifié Charles Severance comme la personne qu'il a vue dans le quartier ce jour-là.
Janet Franco, l'aide-soignante qui avait été témoin du meurtre de Ruslan Lodato, est aussi présente pendant le procès. Elle a témoigné et identifié clairement Charles Severance comme l'homme qui non seulement a tué Ruslan Lodato, mais qui a aussi tiré sur elle à plusieurs reprises. Charles Severance s'est plutôt desservi pendant le procès. Il criait constamment, il radotait, il était agressif envers le juge. Le jury a fini par rendre un verdict unanime. Charles Severance est coupable de ces 3 meurtres. En novembre 2015, Charles Severance a été condamné à 3 peines de prison à vie et 400 000 $ d'amende. Même aujourd'hui, ces 3 victimes, leur héritage et leurs souvenirs continuent à vivre. Ron Kirby, Nancy Dunning et Ruslan Lodato resteront dans les mémoires pour leur personnalité et ce qu'ils ont donné aux autres sans rien vouloir en retour. Rien. C'est triste.